En 1993, une jeune mère de famille disparaît soudainement, laissant son mari et son fils de 3 ans sans aucune nouvelle. Dès le début de l'enquête, les soupçons se portent sur son conjoint. Et pourtant, le crime prend plus de 20 ans pour être résolu. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes en 1992 dans la ville de Jacksonville, qui se situe dans l'état de la Floride. Bonnie Haim, une jeune mère de 23 ans, profite de sa vie de famille auprès de son mari, Michael Haim, et de leur fils de 3 ans, Aaron. Arrivée à la fin du mois de décembre, la famille Haim, comme beaucoup d'autres à cette époque de l'année, célèbre Noël et ouvre leurs cadeaux tous ensemble. Malheureusement, ce sont les dernières images capturées de la jeune mère, car 2 semaines après cet heureux moment, elle ne donnera plus de nouvelles à ses proches. Le 7 janvier 1993, Bonnie ne se présente pas à son travail, tout comme son mari, Michael, qui lui appelle son patron pour lui annoncer qu'il est trop malade pour venir travailler. Mais ce n'est pas la véritable raison de son absence. Il n'est pas malade, il est en panique. Il est à la recherche de sa femme qui a quitté le domicile la veille et qui n'est pas revenue depuis. Des recherches se mettent en place dès ce jour-là, mais pas parce que Michael a prévenu les autorités. Il n'a prévenu personne pour le moment. Mais c'est parce qu'un homme a découvert le sac à main de Bonnie dans une poubelle derrière un hôtel proche de l'aéroport de Jacksonville. Les autorités apprennent rapidement que sa voiture a été localisée non loin de là car elle se trouve sur le parking de l'aéroport. Les policiers contactent Michael qui décide à ce moment-là de déclarer la disparition de sa femme et il leur raconte les événements qui ont précédé. Il explique aux policiers que la veille, Bonnie est allée au travail toute la journée et elle est rentrée au domicile vers 19h30. Dans la soirée, ils ont eu une dispute et sous l'énervement, sa femme a décidé de partir du domicile avec sa voiture aux alentours de 23h. Michael appelle sa mère, Caroline, et lui explique la situation. Il est inquiet, il veut partir à la recherche de sa compagne. Il lui demande de venir le rejoindre chez lui pour qu'elle puisse veiller sur Aaron et que lui puisse partir à la recherche de Bonnie. Caroline confirme la version de son fils et elle indique qu'il est sorti pendant 45 minutes avant de revenir au domicile en attendant le retour de Bonnie toute la nuit, n'appelant pas les autorités. La seule personne qui l'appelle est donc son patron le lendemain pour lui signifier son absence pour cause de maladie. En parallèle, le sac et la voiture de la jeune femme sont examinés. Concernant le sac à main, celui-ci contient toujours le portefeuille de Bonnie avec ses documents d'identité, des cartes de crédit et de l'argent en espèces. Il devient clair pour eux que la piste d'un possible vol doit être écartée. Par rapport à la voiture, celle-ci semble être abandonnée, elle n'a pas de signes inquiétants, mais la disposition du siège conducteur intrigue les policiers. En effet, le siège est très reculé et c'est étrange car Bonnie n'était pas très grande et au vu de la disposition du siège, elle aurait eu du mal à toucher les pédales et à conduire confortablement de cette façon. Le dernier élément est une empreinte de chaussure du côté conducteur, toujours visible. Peut-être celle de la dernière personne à avoir conduit la voiture. Sans plus d'éléments à leur disposition, les policiers commencent à se renseigner sur Bonnie et sur le couple qu'elle forme avec Michael. Bonnie est décrite par ses proches comme une personne douce, ne cherchant pas le conflit et voulant profiter de la vie de façon positive. Elle a rencontré Michael durant le lycée et ils se sont mariés par la suite. Quelques années plus tard, elle a donné naissance à Aaron. Tous ses proches s'accordent à dire qu'elle adore son enfant. Elle aime être une mère et surtout elle aime être sa mère. Le couple vit ensemble mais travaille également ensemble. Tous deux occupent une fonction dans une entreprise de construction appartenant à la tante de Michael, Evin, dont Bonnie est très proche. De son côté, Michael y occupe une fonction de manager et Bonnie est comptable. Vu de l'extérieur, c'est un couple parfait. Un amour de jeunesse qui se concrétise en mariage et en la création d'une famille. Mais l'image que l'on perçoit des gens n'est pas toujours la vérité sur ce qu'il se passe à l'intérieur d'un foyer. La vérité est parfois beaucoup plus sombre. Bonnie et Michael n'étaient plus si heureux ensemble. Elle voulait même le quitter, elle voulait divorcer. Elle s'était confiée à ce sujet à Evin, qui explique la situation aux policiers. Elle témoigne avoir été témoin de la violence de Michael envers son épouse, que ce soit verbalement ou physiquement. Elle se souvient d'un incident s'étant produit sur le parking de l'entreprise.
Le couple a eu une dispute dans le véhicule et en sortant de celui-ci, Michael a volontairement fermé la portière sur les doigts de sa femme, lui cassant les ongles et lui laissant des marques sur les doigts. Après cet événement, Bonnie était sûre de sa décision. Elle devait préparer sa fuite sans qu'il ne le sache. Pour s'y prendre, elle a ouvert un compte en banque à son nom, à l'insu de son mari, et pour éviter qu'il ne le découvre, l'adresse liée au compte était celle de son lieu de travail. Malheureusement, le fait qu'il travaillait au même endroit ne facilite pas les choses, et Michael a découvert l'existence de ce compte. Il était hors de lui et Bonnie a finalement clôturé le compte pour le calmer. Mais elle ne s'était pas résignée à rester avec lui pour autant. Elle devait faire plus attention à l'avenir. Pour cette nouvelle tentative, elle a décidé de mettre de l'argent de côté chaque mois et de le confier à un ami. Après avoir suffisamment économisé, elle a pu verser une caution pour un nouvel appartement et elle a également trouvé une nouvelle école pour Aaron dans laquelle elle l'a inscrite. Son plan pour être libre commençait à se concrétiser. Elle commençait à envisager un nouvel avenir pour elle et pour son fils. Le 6 janvier, elle avait prévu de passer chez Evin pour prévoir une fête prénatale pour une collègue. Mais elle l'a appelé dans la soirée pour annuler et elle semblait bouleversée. Quand Evin lui a demandé ce qu'il se passait, Bonnie lui a dit qu'elle venait d'avoir une dispute avec Michael, mais qu'elle lui expliquerait tout ça le lendemain. Sauf que Bonnie ne s'est jamais présentée au travail le lendemain. Avec tous ces éléments, les soupçons des policiers se dirigent naturellement vers Michael, qui continue de nier toute implication avec la disparition de sa femme. Les parents de Bonnie le soutiennent face aux accusations. Leur gendre ne ferait pas de mal à leur fille. Le père de Bonnie, Robert, pense que sa fille a disparu volontairement, laissant délibérément son mari et son fils de 3 ans tout seuls. Les policiers essayent de trouver des réponses comme ils le peuvent et ils réfléchissent à un nouveau moyen. Il y a un possible témoin des faits qui était présent au domicile, Aaron. Il est alors examiné par un psychologue pour enfants qui va réussir à le faire parler de sa mère et de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et ce qu'il dit est très préoccupant. Did you ever see your mommy sad? Mm-hmm. Was she okay or was she hurt? She is hot. Yes. How did she get hurt? They pushed her down and shot her down. D'après son témoignage, ses parents auraient donc eu une dispute et son père aurait tué sa mère et tout ça devant ses yeux du haut de ses 3 ans. Il a même été aux côtés de son père lorsque celui-ci a fait disparaître le corps de sa mère, mais il ne peut pas se souvenir de l'endroit. Il est très difficile de prendre position concernant le témoignage d'un enfant aussi jeune. D'après plusieurs études, les enfants commencent à mentir vers l'âge de 3 ans, tout comme ils commencent à comprendre le bien et le mal. De façon générale, les enfants ne mentent pas sur ce qu'ils voient et sur ce qui leur arrive. Mais ils en ont la capacité et c'est toujours difficile d'établir la crédibilité de leur témoignage ou non. Dans cette affaire, la crédibilité du témoignage d'Aaron est remise en question par son propre grand-père. D'après lui, son petit-fils a déjà raconté des choses fausses dans le passé et surtout, un élément de son témoignage est faux. En effet, lors de son entretien, Aaron a déclaré que la voiture de sa mère était dans un lac. Pourtant, elle a été retrouvée sur le parking de l'aéroport. De ce fait, cet élément permet de remettre en doute toute la véracité des propos du garçon. Face à ces accusations et aux éléments de l'enquête, la protection de l'enfance estime qu'il est trop dangereux pour la sécurité d'Aaron de le laisser à la garde de son père. Et il est décidé de lui retirer et de le placer dans une famille d'accueil. Les policiers estiment que le témoignage global du petit garçon est à prendre au sérieux et cela correspond à leurs soupçons. Ils pensent que Bonnie avait prévu de partir à la fin du mois de janvier, profitant d'un déplacement professionnel de son mari. Malheureusement, Michael a dû découvrir son plan et une dispute a éclaté la nuit du 6 janvier. La dispute conjugale est devenue de plus en plus violente. Michael s'est saisi d'une arme et il a tué sa femme avec. Il a fait disparaître son corps quelque part et a tenté de maquiller sa disparition en une fuite volontaire, conduisant sa voiture jusqu'à l'aéroport et jetant son sac dans une poubelle plus loin. Ils ont même un argument pour étayer cette version, l'empreinte de chaussures du côté conducteur. Après analyse, elle correspond à la taille et au modèle d'une paire de Nike appartenant au mari.
Mais les éléments contre Michael sont trop légers pour pouvoir le poursuivre dans une cour de justice. La trace de chaussures peut être facilement contestée, par exemple, le fait qu'il ait laissé une empreinte de chaussures dans la voiture de sa femme ne signifie pas qu'il lui a fait du mal et surtout, il n'y a aucun corps pour démontrer que quelque chose est arrivé à Bonnie. Sans nouvelles preuves, l'affaire Bonnie Haim devient un cold case. Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est aussi la position des familles de Bonnie et de Michael par rapport à une possible culpabilité. Souvent, les parents de la victime sont plus enclins à suspecter le conjoint et la famille de celui-ci à défendre son innocence. Et ici, c'est le contraire. Les parents de Bonnie, surtout son père, soutiennent que Michael est innocent à 100%, qu'ils espèrent que Bonnie reviendra un jour, et du côté de la famille de Michael, c'est l'inverse. Beaucoup le soupçonnent d'être responsable de la mort de sa femme, comme sa tante Evin. Il y a une véritable division dans cette famille, et la sœur de Bonnie, Liz, sera en désaccord avec ses parents pour le soutien qu'ils apportent à Michael. Cet événement a totalement brisé cette famille. Pendant les années qui s'écoulent, Aaron ne retourne pas auprès de son père et il reste dans des familles d'accueil, considérant qu'il s'agit de la meilleure option pour son bien-être. En 1995, il raconte à une de ses familles d'accueil que son père s'était débarrassé d'un fusil quelques jours après la disparition de sa mère. Ce qui est troublant, c'est que Michael avait bien en sa possession un fusil de calibre 22, indiqué durant le début de l'enquête. Il le confirme à nouveau, quelques années plus tard, à une autre famille d'accueil, ajoutant qu'il l'a jeté par-dessus un pont. Et au cours des années, son histoire ne change pas. Il répète que son père a tué sa mère. Il fait même des dessins de Michael en train de tirer sur Bonnie. Michael, lui, obtient l'argent de l'assurance vie de sa femme et il se remariera quelques années plus tard. En 1999, Bonnie n'est plus considérée comme personne disparue, mais comme personne décédée. Ce n'est donc plus une enquête concernant une disparition inquiétante, mais comme un possible homicide. Mais ce n'est pas pour autant que plus de preuves parviennent aux inspecteurs. Cette même année, Michael perd officiellement ses droits parentaux, car le juge estimant qu'Aaron est en danger vis-à-vis de son père, étant le seul témoin potentiel concernant la mort de sa mère. Grâce à cette décision, il est adopté par sa famille d'accueil, prenant le nom d'Aaron Fraser. En 2005, un tribunal civil condamne Michael à verser la somme de 26,3 millions de dollars de dommages et intérêts à Aaron. Estimant qu'en le laissant être le seul témoin du crime, Michael l'avait mis dans une position qui le mettait en danger. Il a également obtenu la maison de son enfance que son père mettait en location. Ne souhaitant pas retourner vivre dans cette maison, Aaron l'a laissée en location pendant plusieurs années. En décembre 2014, il décide de faire de gros travaux de rénovation dans la maison de son enfance. Il s'attaque à la cour arrière où est présente une dalle en béton. En creusant à cet endroit, il fait une découverte horrifiante. Sous la terre se trouvent des ossements humains. Aaron prévient la police qui vient alors faire une fouille plus poussée du domicile. Les autorités découvrent plusieurs ossements humains et une analyse faite en 2015 confirme qu'ils appartiennent à Bonnie. Parmi les ossements se trouvait également une douille d'un fusil de calibre 22, le même genre d'arme qu'avait Michael en sa possession lors du crime. Le 24 août 2015, Michael est arrêté et accusé du meurtre de Bonnie et il est ramené à Jacksonville pour être jugé. Le procès est retardé, il est décalé à plusieurs reprises et il a finalement lieu le 8 avril 2019. Durant le procès, plusieurs personnes vont témoigner à la barre, des proches du couple et de la famille du côté de Bonnie et de Michael. Aaron est également présent et il témoigne contre lui. Les jurés découvrent la violence de ce mari envers Bonnie, sa tentative de fuite, son plan qui allait se concrétiser peu de temps avant, les preuves découvertes au niveau de la voiture, du sac à main et le manque d'implication de Michael lors de la disparition de sa femme. S'ajoute à cela le témoignage de 2 co-détenus de Michael qui attestent qu'il aura avoué le crime. L'un d'eux raconte: il a commencé à parler, vous savez, de la façon dont il a tué sa femme, comment il l'a étranglée, comment son fils était en colère contre lui. Il l'a enterré dans la cour. Michael a témoigné pour sa propre défense, déclarant être innocent et qu'il aime sa femme et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Un autre fait intéressant est que sur les baux des locataires de la maison familiale où se trouvaient les ossements,
Michael avait mis une clause interdisant aux locataires de faire des travaux ou de faire quelconque aménagement paysager au niveau de la cour arrière. Les jurés n'ont mis que 90 minutes pour s'accorder sur un verdict. À l'issue du procès, Michael est déclaré coupable de meurtre sans préméditation et il est condamné à la prison à perpétuité. C'est un véritable soulagement pour les proches de Bonnie et surtout pour son fils, Aaron, même s'il aurait fallu plus de 20 ans pour mettre le coupable de ce crime derrière les barreaux. Celui-ci a été profondément traumatisé par les événements de son enfance, devant suivre une thérapie régulièrement. Il indique que jusqu'à l'âge de 12 ans, il dormait avec une brique sous son oreiller de peur que son père ne revienne. On constate que le mari est souvent la première personne soupçonnée et ce n'est pas sans raison. Aux États-Unis, une femme sur 4 a été victime de violences conjugales et environ 3 femmes meurent chaque jour sous les coups de son partenaire. La violence conjugale concerne tout le monde, femmes, hommes de toute catégorie. Peu importe le métier, les moyens financiers et autres critères, toute personne peut être victime de violences conjugales. Contrairement à ce que certains faux messages véhiculent, être victime de violence n'arrive pas qu'aux personnes que certains estiment faibles. Elle n'arrive pas en une seule journée, elle se construit petit à petit, suivant un schéma qui permet au coupable de s'assurer de la non-résistance de sa compagne. C'est une destruction de la personne qui s'opère en différentes phases. Lorsque la personne qui subit ces violences tente de partir du foyer familial, de se séparer de l'agresseur, c'est là qu'elle est la plus vulnérable. Dans plus de 40% des crimes conjugaux, c'est au moment du départ qu'il se produit. L'agresseur sent qu'il perd le contrôle de la personne, elle lui échappe et il ne peut pas supporter ça. Il faut qu'il retrouve le contrôle d'une façon ou d'une autre, même si cela signifie ôter la vie. C'est là qu'intervient cette phrase bien trop entendue dans les homicides conjugaux. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Dans le cas de Bonnie, c'est cette même affligeante constatation. Lorsqu'il a compris qu'elle allait reprendre sa liberté, il ne l'a pas supportée et il est allé jusqu'à la tuer, impliquant son propre fils de 3 ans. J'en profite pour inscrire sur la vidéo les numéros d'urgence concernant les violences conjugales au Québec et en France. Cela me paraît important après avoir traité de cette affaire. Il y a de nombreuses ressources disponibles en ligne pour mieux comprendre tout le processus et également pour obtenir de l'aide et des réponses. C'est tout pour cette affaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à la liker si vous trouvez que le contenu est intéressant et à vous abonner à ma chaîne pour suivre plus de contenu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.